Les manifestants le sentent. Le pouvoir a basculé, le rapport de force est en leur faveur. Une grande foule se met en marche, direction le palais présidentiel de Kosiam. Ils n'y arriveront jamais. Ils sont stoppés par la garde personnelle de Compaoré, le régiment de sécurité présidentielle. Nous avons pris effectivement la voie et nous avons marché jusqu'à l'hôtel Palace. Et c'est à partir de là que nous avons été interceptés par le régiment de sécurité présidentielle. Il y avait des tirs et c'est là que nous avons demandé aux manifestants de lever les mains pour dire que nous n'étions pas armés. C'est sous le coup de balles d'ailleurs que nous avons perdu les 3 premières personnes là-bas également. Alors, donc déjà, le mal était déjà là. Il fallait également avancer là-bas. Nous sommes, vu la détermination, le RSP s'est retiré vers Libya, Laïko, et nous avons continué à avancer. Donc on a avancé jusqu'à BF1, et ça part de BF1 que, il fallait maintenant prendre le dernier tournant pour atteindre Kosiam. Et nous nous sommes positionnés à ce niveau, et Kosiam était en face. Le général Gilbert Djendjéré, chef d'état-major particulier de la présidence, vient pour négocier une trêve avec les manifestants. Il propose aux leaders du mouvement d'aller directement rencontrer le président Compaoré. Quand nous sommes arrivés, on nous a accueillis d'abord dans un premier salon, on était assis. Après, on est monté, deuxième salon, et c'est au troisième salon que je crois que le président lui était là. Il était là arrêté, il nous attendait. Voilà. J'étais à quelques mètres de lui, l'homme fort, celui qui, voilà, les gens sont morts, il n'y a pas de traces, on ne comprend pas. Voilà, c'est lui, j'étais en face de lui. Alors, il me fallait quelque temps d'abord pour me ressaisir, pour m'assurer réellement que c'était Blaise Compaoré, vous comprenez? Et que c'est soit moi, Hervé, qui soit en face de ce monsieur dont on a tant vanté les choses, et, voilà, pour lui dire qu'il doit quitter le pays. Vous comprenez que ce n'était pas aussi aisé que ça, en fait. Donc, il nous est arrivé, il nous a demandé, en fait, disons qu'il nous a invités à nous asseoir, s'assit, et puis, il est venu sur sa façon, c'est sa façon à lui de parler. Il nous a dit que, de toute façon, lui, il est prêt il a retiré le projet de loi, il est prêt à laisser le pays à un président démocratiquement élu, voilà, et tout ça. Mais il était trop tard pour nous, parce qu'il y a eu déjà du sang versé, des gens sont morts, donc on ne pouvait plus parler de pays, remettre un pays stable à quiconque. Nous voulons seulement son départ. Dans les coulisses, d'intenses tractations ont lieu. On manœuvre pour le maintien du président. Compaoré lui-même pense que tout n'est pas encore perdu. Dans une dernière tentative pour se maintenir, il s'adresse à la nation. Mon responsable à l'information a reçu, je dirais, un appel de la direction de communication de la présidence du Faso, qui demandait à Canal 3 d'envoyer un journaliste pour la déclaration du président du Faso. Parce qu'il faut aussi préciser qu'en ce moment, la télévision nationale ne fonctionnait pas. Donc il fallait un journaliste de Canal 3 pour prendre cette déclaration-là. Avant déjà d'arriver au palais présidentiel, il y avait 4 barrages. Le premier barrage était tenu par la gendarmerie et les 3 autres étaient tenus par, je dirais, le régiment de sécurité présidentielle. Et au fur et à mesure qu'on approchait le palais, il faut dire que le déploiement était assez important. Et c'était ma première fois que je voyais cela. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, il y a des instants dans la vie des peuples et des nations où le silence est plus expressif que la prise de parole. J'ai couvert beaucoup d'audiences au palais présidentiel à Kosiam, mais ce jour-là, c'était la première fois que je voyais le chef de l'État dans la mine qu'il présentait. Il avait une mine assez grave. Et aussi, il avait les traits du visage assez marqués. Il montrait l'aspect physique de quelqu'un qui était très fatigué. Et cela se sentait au niveau de la voix.
Pour ceux qui le connaissent, c'est un monsieur qui ne parle pas assez fort, mais ce jour-là, on avait vraiment du mal à l'entendre. Il avait la voix vraiment cassée, la voix enrouée. Et comme pour la petite histoire, il faut dire qu'on a fait cette déclaration à 2 prises. Pour la première prise, on ne l'entendait pas du tout. Il y avait beaucoup d'émotions, la voix qui était enrouée. Et à la fin, c'est lui-même qui a proposé et il nous a demandé s'il pouvait reprendre une deuxième fois. Les manifestations violentes qui ont endeuillé et plongé notre peuple dans la stupeur n'honorent pas le pays des hommes intègres, mais j'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Aussi, je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement aux nombreux blessés. En ce qui me concerne, je reste disponible à ouvrir avec vous des pourparlers pour une période de transition à l'issue de laquelle je transmettrai le pouvoir au président démocratiquement élu. En ce tournant décisif de la marche de notre pays, j'appelle toutes les parties à mettre en avant... 21h, j'entends l'hymne national, chers compatriotes, je vous ai compris. Mais ils n'avaient rien compris en fait. Donc du coup, je me suis mise à masser mes jambes parce que je savais que le lendemain, il faudrait sortir encore. Blaise, avec probablement aussi la bienveillance d'un certain nombre de puissances occidentales, pensait qu'il allait pouvoir toujours, en renonçant à la révision de l'article 37, continuer au moins jusqu'à la fin de son mandat. Donc, il était dans cette illusion-là. Et puis, les choses se sont compliquées dans la nuit, après son discours, justement. Il a compris par la réaction de rejet total. Tous les gens ont refusé d'abord de respecter le couvre-feu, ont refusé comme on appelle, d'abdiquer ou en tout cas d'obtempérer à son mot d'ordre de l'état de siège. Et tous ces éléments-là ont montré finalement qu'il n'avait plus la maîtrise de la situation et que la seule chose qui lui restait, fallait qu'il démissionne. Et même que beaucoup de ses partisans pensaient, notamment au niveau du RSP, pensaient que mieux valait couper la gangrène que de mourir avec le cancer.